Dans l'actualité de ce 22 février, tête-à-tête entre le ministre en charge de la réconciliation nationale et des chefs coutumiers de la région du Sahel, entre Zéphirin Diabré et la délégation d'émirs, il a été surtout question de paix, de justice et de cohésion intercommunautaire. La grève des chauffeurs routiers n'aura plus lieu, en tout cas pas pour les 5 jours annoncés qui devraient débuter ce 22 février. Elle a été suspendue par l'UCRB pour 1 mois. L'Union des chauffeurs routiers du Burkina dit vouloir donner du temps aux négociations. Et puis, maïs, mil, sorgho, entre autres, les prix des céréales ont augmenté de manière inattendue selon l'hebdomadaire L'Économiste du Faso. Le journal ajoute que si la progression de cette hausse se maintient, les conséquences pourraient être accablantes pour le consommateur. Comment en est-on arrivé à cette situation? Toutes les explications dans ce journal. Voilà pour le sommet. Bonsoir et bienvenue. Nous aurons un invité ce soir. Il s'agit de Olivier Sawadogo, coordonnateur du PRIS, le programme des réalisations des infrastructures socio-économiques. Ce sera pour tout à l'heure, un peu plus tard, dans ce journal. Mais avant, d'abord, on croirait qu'ils prennent un malin plaisir à stresser les Burkinabés. Les chauffeurs routiers annoncent et suspendent encore une fois de plus un mouvement de grève prévu pour débuter ce 22 février. Elle devrait durer 5 jours. Eh bien, elle n'aura plus lieu parce que suspendue par l'UCRB, son initiatrice. Parmi les griefs et les motifs qui avaient été mis en avance pour ce mouvement de grève, eh bien, rien n'a changé. Ce sont toujours les mêmes récriminations telles que nous l'explique Abdoulazak Traoré. Pour la énième fois, les chauffeurs routiers annoncent une grève, puis la suspendent. C'est presque leur marque déposée depuis 2 ans maintenant, si bien que l'opinion commence à se lasser de la méthode de lutte. Beaucoup dénoncent un manque de sérieux de leur part dans un secteur aussi sensible que celui des transports. Mais eux sont droits dans leurs bottes. C'est une stratégie de lutte qui leur est propre. Ceux ou celles qui ont fait des formations syndicales, c'est normal. Quand vous déposez un préavis qu'il y a des échanges, c'est à vous de voir s'il faut suspendre ou de lever. Mais nous, à notre niveau, nous avons jugé bon de suspendre, donner 1 mois pour voir si réellement les 2 points dont nous avons soulevés auprès du gouvernement, s'il y aurait un changement. Ce sont nos choix, vraiment. Nous ne souhaitons pas vraiment aller en grève. Et tantôt, c'est les engagements qui ne sont pas pris en compte là et qui nous envoient des fois en grève. Sinon, si vous remarquez, au temps de Covid-19, tout le monde a marqué l'arrêt, mais aucun des chauffeurs routiers n'a marqué l'arrêt. On a toujours roulé pour que rien ne manque au Burkinabé. Voilà, donc nous ne sommes pas là pour gréver parce qu'on veut gréver. Pour cette nouvelle fronde, l'Union des chauffeurs routiers réclame la fin de ce qu'elle qualifie de désordre et d'ingérence de son ministre des tutelles dans le processus de chargement du fret. Un désordre dû, selon elle, à l'existence de plus d'une structure syndicale représentant le patronat dans les ports. Actuellement, il y a 2 qui sont la FIDRB et le Haut Conseil. Donc du coup, voilà, ça nous perturbe un peu sur le terrain. Et si vous voyez sur l'arrêté demande un représentant des transporteurs, un représentant des chauffeurs et avec le CVC pour le travail qui a été demandé. Mais si du coup nous retrouvons une 4e personne, c'est quand même à l'autorité de nous préciser laquelle des 2 structures nous devons travailler. Donc, du coup, ce n'est pas le seul grief qui a motivé cette grève avortée. Les chauffeurs routiers du Burkina exigent également la révision des coûts de transport. Le coût du transport entre les camions togolais et les camions burkinabés sont un peu différents. Les Togolais qui viennent du Togo, on leur donne le chargement à 40 000 francs la tonne. Et du coup, les chauffeurs burkinabés sont chargés à 35 000 francs la tonne et moyennant même une commission de 100 000 francs. Je pense que ce phénomène aussi n'est pas nouveau pour le ministre. Nous l'avons interpellé il y a de cela 1 an et poussière. Il disait même à son temps qu'il allait essayer de voir les opérateurs pour comprendre un peu mieux. Mais ce phénomène existe toujours au niveau des ports. La suspension est prévue pour 1 mois afin, disent-ils, de donner la chance aux différents actes de conciliation entrepris par le Haut Conseil du dialogue social et certaines personnes ressources. Le CRB a pris le soin de préciser qu'à l'échéance de ce délai de 30 jours, sans satisfaction de ces revendications, elle se réserve le droit de reprendre la grève. Décidément, on semble être très loin, visiblement, d'une quiétude dans le secteur des transports. Nous y reviendrons sans doute dans nos prochaines éditions.
Plus qu'inquiétude, la réconciliation nationale encore et toujours, et logiquement d'ailleurs, au centre de toutes les audiences des Zéphirin Diabré. Ce 22 février, le ministre en charge de la réconciliation nationale s'est entretenu avec une délégation d'émirs venus de la région du Sahel. Une région, vous le savez, au centre de toutes les supputations sur le plan sécuritaire, mais aussi en matière de développement. On parle de marginalisation, de suspicion de base arrière terroristes, mais aussi de persécution communautaire. Dans ce contexte, qu'est-ce que ces hommes ont eu à dire à Zéphirin Diabré? Élément de réponse, Justin Amonto. Les émirs du Sahel aux côtés du ministre en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale. Ce 22 février, ces émirs, membres du Conseil régional de la chefferie coutumière traditionnelle du Sahel, sont venus échanger sur diverses questions dont le vivre ensemble entre les communautés. Pour eux, la réconciliation est une affaire de tous. La réconciliation, c'est une affaire de tout le monde, de toutes les communautés, et non pas seulement la réconciliation entre politiciens. Mais c'est la réconciliation entre toutes les couches de la population burkinabé. La réconciliation, c'est la contribution de tout le monde. D'abord, au niveau de la cellule familiale, chacun doit faire son travail. Après la famille, c'est le quartier. Après le quartier, c'est le village ou la ville. Donc, c'est toutes les communautés. Donc, chacun est porteur d'une responsabilité de cette réconciliation. Pour Zéphirin Diabré, ministre en charge de la réconciliation nationale, il faut vite trouver des solutions communautaires aux problèmes communautaires. Au niveau de nos communes et de nos régions, il y a des déchirures qui se sont produites et qui laissent face à face les communautés. Si on n'a pas de solution communautaire pour résoudre les problèmes communautaires de réconciliation qui se posent là, on ne pourra pas avancer. Et ça participe à la réconciliation nationale qui, et je le répète et je le dirai 100 000 fois, ne se limite pas à la réconciliation politique. La justice, dans la dignité et la paix au Burkina Faso, sont pour ces émirs du Sahel une voie véritable de réconciliation nationale. Direction maintenant la province du Yatenga, où les militants du NTD se sont rassemblés hier. Pour eux, l'heure était à la satisfaction après les bons résultats engrangés par le parti lors des dernières législatives. Mais ce n'est pas encore fini, dira Vincent Dabilgou, le président du parti. Il faut se mobiliser pour les municipales à venir. Majid Bakoua. Le bureau politique national du NTD, le nouveau temps pour la démocratie, face aux militants du parti à Séguénéga dans la province du Yatenga. Un bureau conduit par Vincent Dabilgou, le président du parti. Le NTD est venu féliciter ses militants du Yatenga pour la victoire du président Roch-Marc Christian Kaboré et l'obtention d'un poste de député dans la province. Nous avions dit ici, dans cette zone du Yatenga, que si les populations de Séguénéga et du Yatenga acceptait de croire que le message que le président Roch-Marc Christian Kaboré nous a demandé de passer au peuple à travers son programme, si les gens arrivaient à accepter ce programme en nous permettant d'avoir ici un député, nous allons revenir pour célébrer avec eux des moments de joie et de remerciement. Et c'est ce que nous sommes venus faire ce matin. Vous avez vu l'ambiance populaire, vous avez vu la qualité de la mobilisation avec la chefferie coutumière. Nous avons revisité un peu ce que nous nous sommes dit pendant la campagne. Le prochain défi reste les élections municipales. Et Vincent Dabilgou et ses camarades sont déjà à pied d'œuvre. Nous sommes en train de travailler parce que, vous savez, le pôle de développement, c'est une chaîne. Si vous avez un député et que vous n'avez pas de conseiller, que vous n'avez pas de député, vous n'avez pas encore terminé la chaîne. Donc c'est pour ça que ils sont conscients, les populations aussi se sont engagées pour dire que vont continuer la mobilisation de manière à nous permettre de pouvoir avoir des mairies ici. Mais ce que nous souhaitons avoir surtout, c'est la mairie de Séguénéga. Parce que là, nous avions en tout cas un leadership fort ici et nous sommes persuadés que nous allons pouvoir ici avoir la possibilité de la confiance des populations pour nous permettre de continuer à gérer non seulement le développement national, mais aussi le développement local. Pour le président du NTD, sa formation politique a marqué de bons points. Le NTD se positionne comme la troisième force politique du pays. Après Séguénéga, le président du NTD et sa délégation ont rencontré les militants de Kalsaka, où le même message a été adressé à la population. On quitte le Yatenga pour la province des Balais, précisément dans la commune de Poura, où le maire et son conseil municipal ont soumis à leurs administrés leur bilan, un véritable exercice de redevabilité à quelques semaines de la fin de leur mandat et des prochaines élections municipales. Abdelaziz Ossari. Elle est située à un peu plus de 160 km de Ouagadougou.
La commune rurale de Poura compte cette année plus de 15 000 habitants répartis entre 7 villages. Pour le bonheur de cette population et pour le développement de ces villages, le conseil municipal, avec à sa tête le maire Saïdou Traoré, n'a ménagé aucun effort pour satisfaire et ou répondre à leurs préoccupations et attentes multiformes grâce au budget communal et à l'appui des partenaires. Et c'est justement le bilan de toutes ces interventions que le maire de Poura dresse ici face à ses administrés. C'est vrai que la commune de Poura est une commune en tout cas qui compte environ 8 villages. Alors pour cela, je peux dire que tous les villages, chaque village a au moins obtenu, je dis bien, 4 forages. En somme, nous sommes à une trentaine de forages durant les 4 ans. Et encore, nous prévoyons au moins 5 à 8 forages en 2021 supplémentaires. Tout comme dans le domaine de l'eau, plusieurs réalisations ont été également faites dans les domaines de la santé, de l'aménagement et de l'éducation. L'éducation, exactement, c'est en tout cas notre bataille. Nous avons souhaité que d'ici la fin de notre mandat, ce qui tire vers la fin, qu'au moins tous les villages aient au moins une école. Et nous sommes sur une bonne lancée. Je peux dire que présentement, tous les 7 villages ont chacun une école, sauf peut-être le village de Sigounorin. Si je dis Sigounorin, c'est pour dire que Sigounorin n'est pas encore érigé en village. C'est d'abord un hameau de culture. Mais ça n'empêche, nous sommes là-dessus. Nous voulons vraiment travailler à ce que même les hameaux de culture, qu'on puisse avoir des écoles. Après le bilan, la parole est donnée aux populations qui félicitent l'exercice de redevabilité auquel s'est livré le conseil municipal. Elle invite par ailleurs l'exécutif communal à multiplier ses efforts en faveur de l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Bon, moi je vois qu'il serait nécessaire de prévoir en tout cas des coins pour entreprendre l'élevage et l'agriculture, pour enfin en tout cas diminuer le nombre de jeunes qui se donnent à l'orpaillage. Puisque nous voyons que l'orpaillage c'est quelque chose qui ne se termine pas, que l'or n'est pas en tout cas éternel, ça finit. Donc c'est pour cela que nous invitons les jeunes en tout cas, le maire a donné la possibilité à certains jeunes en tout cas de faire des activités en tout cas d'élevage ou d'agriculture afin en tout cas de soupirer leurs bénéfices. Face à ces doléances, le maire rassure. Toutes ces préoccupations seront prises en compte dans le but de mettre beaucoup plus d'efficacité dans les actions du conseil municipal. Et je pense qu'on en a parlé ici, où il y a eu des formations de tout genre. C'est vrai que ce n'est pas suffisant. Nous allons tout continuer de travailler pour que les gens s'autosuffisent, que ce soit les jeunes comme les femmes. L'édile de Poura insiste, les populations doivent participer activement aux actions de développement de la commune. Et cela doit se traduire par le paiement de leurs taxes. Je l'ai même dit dans mes propos ici, on était obligé entre-temps d'appeler la police. Et c'est à travers la police que nous avons eu quelques recouvrements. Et là, c'est pas bon. Je demande en tout cas à la population de faire preuve de civisme et de comprendre que seule leur action pourra en tout cas nous aider en tout cas à apporter le développement dans notre chère commune. Pour les années à venir, le conseil municipal entend faire de cette commune minière l'une des plus émergentes du Burkina Faso. Mais pour ce faire, il lui faudra gagner à nouveau la confiance des populations de Poura aux élections municipales de 2021. Et c'est le moment pour nous de retrouver notre invité de ce soir. Je vous le disais en début de journal, il s'agit de Olivier Sawadogo. Il est le coordonnateur du PRIS, le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Monsieur Olivier Sawadogo, bonsoir. Bonsoir, monsieur Hervé Dapa. Merci d'être venu. Alors, le programme que vous coordonnez, je le répète, c'est le programme de réalisation des infrastructures socio-économiques. Nous venons juste de suivre ce reportage où une commune rurale, la mairie d'une commune rurale, vient de faire un exercice de redevabilité en termes de réalisation d'infrastructures. On sait qu'il y a plusieurs autres structures qui sont dans la réalisation d'infrastructures. Vous, le PRIS, quelle est votre spécificité? Alors, notre spécificité par rapport aux réalisations des autres programmes ou des autres intervenants, disons que nous avons été mis en place pour réaliser un certain nombre d'infrastructures qui avaient été
promises par le chef de l'État lors de ces différentes tournées. Donc, de façon spécifique, il s'agissait de résoudre les promesses résiduelles qui avaient été faites et puis qui n'ont pas pu trouver de solution. Donc, disons que c'est plus précisément en début d'année 2020 que le programme a démarré. En début d'année 2020 que le programme a démarré. Voilà. Alors donc, cela veut dire que nous sommes aujourd'hui à un an tout juste, d'actions que vous avez menées. Et quand vous faites le bilan de vos actions, qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de réalisation physique? Alors, nous avons lancé différents chantiers. On avait 42 complexes scolaires à réaliser. Nous avons réalisé 41. On avait 25 CSPS à réaliser. Nous avons réalisé 23. Il y a 2 qui sont toujours en attente. Nous avions des ouvrages de franchissement, une centaine de forages et des bâtiments administratifs. Bref, nous sommes à un taux de 95,4%. De réalisation. Voilà, il faut dire que le programme a un budget de 11 milliards 924 millions. Tout à fait. Et vous intervenez presque dans toutes les régions, à l'exception de la région du Sahel. Pourquoi la région du Sahel, alors que c'est cette région qui, selon l'actualité, a vraiment beaucoup besoin d'investissements et d'infrastructures? Bon, il faut se dire que ce n'est pas un choix de ne pas aller vers le Sahel, mais c'est le contexte sécuritaire qui a fait que c'est très difficile. Vous savez, quelle que soit la volonté qu'on peut avoir, et nous en avons eu, même au niveau de la région de l'Est où nous sommes partis, il a été pratiquement difficile de trouver les entreprises. Donc, même quand vous avez la volonté d'y aller, il faut pouvoir trouver les entreprises, trouver des agents qui peuvent même aller réceptionner les ouvrages. Et je vous assure que ce n'est pas simple. C'est vrai que c'est une difficulté, mais cela fait partie de la situation au Burkinabé. Est-ce que toutes les dispositions ont été prises par le programme pour que ces régions-là, justement, où il y a l'insécurité, ne soient pas restées hors de vos actions? C'est très important aussi. Les mesures sont prises et nous, Dieu faisant, le programme continue en 2021 et nous envisageons effectivement d'aller vers la région du Sahel. Mais il faut comprendre aussi que nous sommes en train de réaliser des CSPS, on est en train de réaliser des écoles. Il y a des endroits où des écoles ont été réalisées et qui ne sont pas occupées aujourd'hui. D'autres écoles même ont fait l'objet de dynamitage à certains endroits. Et nous avons, par exemple, au niveau de la région de l'Est, des travaux qui sont constamment arrêtés parce que de temps en temps, vous avez les forces du mal qui passent et qui vous disent d'arrêter les travaux. Donc, bref, ce sont des réalités du terrain, des difficultés, il y a des grosses difficultés réelles sur le terrain. Mais cela ne veut pas dire que cette région est oubliée. Nous avons à cœur d'aller sur le terrain et nous allons y aller. Alors, vous avez fait tout cela en un an. Vous avez cité un certain nombre d'infrastructures. En un an, est-ce que la qualité, la durabilité de vos infrastructures sont exemplaires? Je ne pense pas qu'il y a on doit douter de la qualité de nos infrastructures. Si nous allons sur le terrain, nous n'allons pas avoir d'infrastructures ravagées par la pluie, par le vent. Parce que dernièrement, à Banfoura, il y a eu des difficultés, des problèmes à ce niveau. Allez-y. Parce que tout simplement, toutes les dispositions ont été prises. Vous savez, nous sommes accompagnés par des bureaux de suivi. Ce sont des gens qui sont assermentés et qui nous accompagnent et qui sont d'ailleurs responsables de la qualité de ces ouvrages. Lorsque vous devez réaliser une infrastructure comme un CSPS ou comme une école et vous n'êtes pas accompagné par ces genres de structures, tout naturellement,
vous pouvez avoir des difficultés. Et je crois qu'à certains moments, là où il y a eu des difficultés, c'est simplement parce que ces structures telles que les bureaux de suivi, les architectes, n'ont pas accompagné. Avec vous, ça n'a pas été le cas, tout a été accompagné. Pour le moment, nous pensons que cela ne peut pas arriver. Nous pensons que cela ne peut pas arriver. Mais bon, il faut se dire qu'il y a les intempéries, il y a les éléments naturels, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent intervenir. Mais s'il s'agit des éléments naturels, nous pouvons vous assurer que nos infrastructures sont de qualité. Sur les 11 milliards 924 millions de francs CFA de budget pour le programme, il y a eu des dépenses engagées de 11 milliards 854 millions 460 544 francs. Presque là, tout le budget est parti. Tout le budget est parti. Ça veut dire que vous avez beaucoup travaillé? Comme vous le constatez, je vous ai donné un taux de 95,4. Voilà, donc ça veut dire que tout ce que nous avons prévu, nous avons pratiquement réalisé. Alors, quelles sont, on est en train de finir, les difficultés que le PRIS a rencontrées sur le terrain? Alors, il y a eu 3 sortes de difficultés. Il y a eu d'abord le problème de l'insécurité que je viens de vous dire. Parce qu'à certains endroits, les entrepreneurs ont dû arrêter les travaux pour attendre que les forces du mal passent avant de reprendre. Ensuite, il y a eu le Covid qui est venu à un moment donné suspendre les sorties sur le terrain. Il y a des villes qui ont été mises en quarantaine. Mais enfin, il y a l'insuffisance des ressources parce que les besoins étaient tels que ce que nous avions ne suffisait pas. Alors, ça tombe bien, insuffisance de ressources, on passe dans les perspectives. Le programme sera reconduit, peut-être pour 1 an encore. En termes de ressources, qu'est-ce que vous attendez? Nous attendons 6 milliards, c'est ce qui est prévu. 6 milliards oui. Pour la prochaine année? Seulement? Oui, bon. Là où 11 milliards n'ont pas suffi, qu'est-ce que 6 milliards pourront faire? Bon, nous sommes dans le contexte d'une mission. Le gouvernement nous a confié une mission pour réaliser un certain nombre d'infrastructures. Dans le cadre de cette même mission, le gouvernement a estimé que la mission de cette année porte sur 6 milliards. Tout naturellement, cette mission peut être modifiée d'un moment à l'autre. Ça dépend de la pression en termes de besoins qui s'exercent sur le gouvernement. À tout moment, ils peuvent revenir là-dessus. Alors, pour terminer, dernière question, est-ce que des associations, des organisations dans telle région ou telle province peuvent vous contacter, contacter le PRIS pour faire des réalisations, pour des besoins d'infrastructures? Oui, c'est vrai que pour le moment, les besoins viennent, ce qu'on constate aujourd'hui, ça vient des différentes communes. Ça vient aussi comme je vous le disais tantôt, ce sont des doléances qui sont soumises aux responsables politiques de notre pays, notamment le chef de l'État. Donc, si toutes ces expressions sont dirigées vers nous, nous avons pour mission de les réaliser. Merci, Monsieur Olivier Sawadogo, d'être venu sur ce plateau. Voilà, merci à vous également d'avoir porté une attention à notre programme. Je vous en prie. Merci. Et puis, à bientôt pour la suite de votre programme. Place maintenant à la chronique co de ce lundi consacrée au panier de la ménagère, notamment au prix des céréales. Attention, le prix du kilogramme est en hausse et c'est l'hebdomadaire L'économiste du Faso qui tire la sonnette d'alarme. Voilà, selon l'économiste du Faso, le prix du kilogramme des céréales a augmenté de manière inattendue compte tenu de la saison agricole dans laquelle nous sommes, une saison d'après-récolte où normalement les prix sont bas. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse soudaine et quelles sont les répercussions sur le consommateur? Réponse et explication à Seine-Kanditamde. Sur le marché burkinabé, le kilogramme de maïs est actuellement vendu à 174 francs CFA, 226 francs CFA pour le kilogramme de mil et 174 francs CFA pour le kilogramme de sorgho. Des prix anormalement hauts
qu'on observe généralement en période de soudure. Une situation qui s'explique par de nombreux facteurs, comme la hausse des besoins de consommation humaine et surtout industrielle. Ça veut dire que les commerçants ont de nouvelles niches pour vendre. Donc, les stocks, il va y avoir une tension sur les stocks parce que les gens vont profiter, vendre un peu plus cher. Mais une autre explication aussi, c'est que il y a les agro-industriels qui commencent à consommer beaucoup de céréales, notamment le maïs. Donc, ça fait que, à ce niveau-là aussi, on observe des tensions au niveau des prix. Cette hausse généralisée des prix des céréales a de quoi faire naître de sérieuses inquiétudes chez les acteurs de la filière de production d'aliments pour les animaux d'élevage. La situation est déjà intenable, mais pour l'instant, ils sont obligés de puiser dans leur stock pour éviter de faire grimper les prix des aliments pour bétail. Normalement, une unité de production a un stock de roulement. Voilà, ceux qui ont une capacité importante anticipent les effets du marché, c'est-à-dire la tendance du marché pour pouvoir produire à des coûts assez constants. Mais bon, quand c'est une tendance qui est brusque, inattendue, ça peut effectivement prendre du coup les unités de production. Voilà, certains vont peut-être tenir quelques mois avec leur stock, mais une fois qu'ils ont épuisé leur stock, ils seront obligés d'acheter au coût du marché et ça, la répercussion sera immédiate. Si au plus tard fin mars, un changement n'est pas observé, cela va provoquer un effet domino qui va engendrer à la longue la hausse des prix des animaux issus de l'élevage. Eux, ils produisent la nourriture pour l'élevage à base du son de blé, maïs, le toutou, etc. Donc si tous ces prix-là sont maintenus, eux, les coûts de production vont renchérir et ils vont répercuter ça au kilogramme, voilà, de provente qu'ils vont vendre aux éleveurs. Les éleveurs vont répercuter cette tendance-là sur le prix de la volaille qu'ils produisent ou sur le prix des autres, j'allais dire, animaux qu'ils élèvent. Si révision il y a, les aliments destinés à l'élevage pourraient connaître une hausse de 15 à 20%. Pour s'approvisionner en aliments pour bétail, les éleveurs devront débourser 12 500 francs CFA pour le sac de 50 kg et 250 000 francs CFA pour la tonne, au lieu de 10 000 et 200 000 francs CFA, les prix habituels sur le marché. Et toute autre chose, l'exemplarité par le sommet, voilà comment on pourrait qualifier cette action des fonctionnaires ayant leur bureau à l'hôtel administratif. Ils ont participé à une opération de salubrité autour de leur lieu de travail, un acte citoyen auquel ont pris part plusieurs ministres. Archimède Boy. Les ministres de la Culture, de la Jeunesse, de l'Habitat et bien d'autres donnent un coup de balai. Les différents ministères logés dans les bâtiments administratifs s'activent ainsi pour assainir le cadre de travail. Une initiative présidée par le ministère en charge de l'habitat qui dresse ici la situation d'insalubrité de la ville de Ouagadougou. La quantité d'ordures ménagères produites est estimée entre 0,54 à 0,60 kg par personne et par jour, ce qui donne une production d'environ 600 000 tonnes de déchets par an contre 250 000 tonnes dans les années précédentes. Nous devons rendre notre cadre de vie agréable, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, que ce soit au marché. Tous les lieux que nous fréquentons, ce sont des lieux où nous respirons, ce sont des lieux où nous touchons des choses et c'est susceptible donc de nous contaminer lorsqu'il y a en tout cas des choses sales dans les endroits. Et c'est pourquoi il est intéressant que chacun prenne soin de son cadre de vie et de son cadre de travail. Régulièrement, bien qu'il y ait des services de nettoyage que nous nous retrouvons pour nous assurer et nous aussi mettre notre main à la pâte, s'assurer donc que notre environnement est vraiment propre et sain.
Les initiateurs de cette opération veulent donner l'exemple et espèrent qu'elle fera tache d'huile. Et pour terminer du sport football, CAN U20, les étalons juniors peuvent poursuivre leur aventure à Nouakchott en Mauritanie. Ils se sont qualifiés pour les quarts de finale de la compétition. 2 victoires, 1 match nul, 7 points. Les Protiers d'Oscar Barrow ont définitivement assuré leur qualification hier en battant la Namibie sur le score de 1-0 lors du 3e et dernier match de poule. Un but inscrit dans les toutes dernières minutes. On retrouve sur place à Nouakchott notre envoyé spécial, Luc Pabelgem. Les étalons au calme ici à l'hôtel Iman à Nouakchott, une capitale mauritanienne qui leur sourit et qui leur souhaite la bienvenue depuis leur arrivée à la CAN U20. Les étalons se sont qualifiés hier, c'était dans le groupe B et l'équipe burkinabé termine en tête de ce groupe-là. Contre la Namibie hier au stade Cheka Oul Bouedia, ça n'a pas été facile pour les poulains de Oscar Barrow, une équipe namibienne très conquérante et qui a fait déjouer quelque peu cette équipe burkinabé. Toute la première période a été une domination, une légère domination de cette équipe des Warriors de la Namibie. Il a fallu la seconde période pour revoir une équipe burkinabé conquérante et cette équipe burkinabé-là est venue métamorphoser avec ces changements opérés par Oscar Barrow. Nous avons vu l'entrée de Yael Tchendrebego, de Landry Kaboré et de Jean Fiacre Boutoué. Ces 3 changements-là ont donné un peu du punch à l'équipe burkinabé puisque à la 89e minute, c'est ce même Yael Tchendrebego qui lobe le portier namibien. Une balle qui filait dans les filets, mais Fiacre Boutoué voulait se rassurer, il n'a pas pris de risque. Il a ajouté une deuxième tête à cette première tête-là et ça a été l'ouverture du score pour l'équipe burkinabé qui assure une deuxième victoire dans ce groupe-là au Burkina Faso. Le Burkina Faso qui se qualifie avec une belle victoire, une victoire obtenue au forceps, mais qui fait tout pour l'équipe burkinabé, soit 18 ans après une qualification en quart de finale. On savait l'équipe namibienne très technique et très alerte. Et il fallait que nous, on se prépare conséquemment par rapport à ça. Et je pense que ce soir, on savait qu'on avait une grande équipe devant nous. On n'était pas très sûr, mais au cours du match, on a compris que ce qu'on avait mis en place allait porter. Et donc, nous nous sommes appuyés sur notre préparation pour aborder ce match. Et c'était dans l'intention d'amener l'équipe namibienne à l'usure et pouvoir marquer et continuer la compétition. Il était très attendu, il est venu, il a joué, il a marqué. Je parle de Jean Fiacre Boutoué, l'attaquant burkinabé qui a manqué à ses coéquipiers pour ses 2 premières rencontres, a eu quelques instants de jeu, presque un quart d'heure, et il a confirmé. Dès son entrée, on l'a senti très gourmand. Il a réussi à inscrire le but de la victoire pour son équipe, mais il a la tête sur les épaules, ce gros garçon. D'abord, c'est bon pour la confiance, c'est bon pour la suite de la compétition. Voilà, vu que j'ai pris le train en marche, voilà, et aujourd'hui, j'ai la chance d'être à la conclusion d'une belle action collective. Voilà, j'étais placé au bon moment, au bon endroit. J'avais juste à pousser le ballon dans le filet. Et ça m'a souri. Donc du coup, pour la suite de la compétition, c'est bon pour moi pour la suite de la compétition et mes coéquipiers aussi. Le Burkina Faso est qualifié pour les quarts de finale. Le Burkina Faso termine également premier de ce groupe B avec 2 victoires et 1 nul pour 7 points, suivi de la Centrafrique qui a pris le dessus sur la Tunisie. La Centrafrique est 2e et la Tunisie est meilleure 3e. Ces 2 équipes-là accompagnent le Burkina Faso en quart de finale et le Burkina Faso qui sait à quelle enseigne se loger puisque son adversaire est connu. Ce sera l'Ouganda ce jeudi 25 à Nouakchott. Et vous aurez plus d'images et plus de réactions sur le parcours des étalons juniors dans le premier tour de cette CAN U20. Et ça sera dans le Sport Time, présenté ce soir par l'immense John William Somda. Ce sera tout à l'heure à 21h00. Restez donc sur la télévision BF1. Quant à moi, je vous dis au revoir. Merci d'avoir suivi ce journal. Et puis, rendez-vous demain à la même heure, ici même, à 19h30. Bonsoir.